Bonjour et bienvenue dans Long Live. Attention, aujourd'hui, épisode très important parce qu'il touche à notre première source d'énergie à tous, l'alimentation, et à une démarche qui paraît contre-intuitive. On va parler de ne pas s'alimenter, on va parler du jeûne. Notre invité l'a beaucoup étudié pour écrire plusieurs livres et documentaires. Thierry Delestrade va tout nous dire des bénéfices constatés et étudiés scientifiquement autour de la pratique du jeûne. Vous allez halluciner. Et moi aussi d'ailleurs, j'ai vraiment été très surprise parce qu'à la base, il ne prêchait pas une convaincue. Cet épisode a été enregistré chez Wojo Saint-Lazare où j'ai des bureaux en coworking 2 jours par semaine. Bonjour Thierry, merci beaucoup de venir répondre à mes questions sur le jeûne. Donc, tu as été l'auteur d'un documentaire vu des millions de fois sur... Oui, avec Sylvie Gillemans, on a fait en 2012, on a produit pour Arte un documentaire sur le jeûne qui s'appelait Le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation. Et le point d'interrogation est important parce que ce premier film sur le jeûne procédait d'une interrogation, d'une grande interrogation qui était est-ce qu'il y a eu des études scientifiques sur le jeûne, sur l'homme? Est-ce que ces études ont montré des effets? Est-ce que ces effets sont bénéfiques? Parce qu'au départ, autant Sylvie, qui est la co-autrice, et moi-même, on ne savait rien du jeûne. On n'était pas du tout des militants du jeûne. On ne connaissait personne qui avait jeûné. Mais ça procédait d'une interrogation scientifique. Est-ce que cette pratique, qui est louée par toutes les religions, Tout à fait. Depuis l'aube de l'humanité, on peut dire, est-ce qu'elle a des effets bénéfiques? Et c'est vrai qu'en 2012, ça a vraiment créé une espèce de boule de neige. En tout cas, remettre un peu au goût du jour ce jeûne. Beaucoup de gens qui l'ont testé. Eh bien, en 2012, le jeûne, c'était pas un sujet. C'était, à la limite, c'était quelques radicaux des médecines complémentaires qui allaient dans la Drôme boire des tisanes en marchant sous le soleil, au mieux. Et donc, c'était pas considéré comme quelque chose de sérieux. L'intérêt du documentaire a été de ramener le jeûne dans le champ scientifique, de poser des questions scientifiques. Et l'idée du film nous est venue en rencontrant un chercheur du CNRS qui était un grand spécialiste du jeûne des manchots. Les manchots, il faut savoir quand même que ce sont des animaux tout à fait extraordinaires qui jeûnent chaque année 100 jours. Les mâles jeûnent, couvent les œufs pendant 100 jours dans des conditions terribles sur la banquise. Et Yvon Le Mao, qui est donc chercheur du CNRS, de l'Académie des sciences, a étudié ce jeûne sur les manchots et a été publié dans les grandes revues. Donc, il y avait des études sur la physiologie du jeûne. Et ensuite, on a découvert qu'il y avait des études sur la physiologie du jeûne chez les humains qui avaient été faites en Union soviétique pendant une 50aine d'années. Et ça, c'était totalement inconnu. C'est ce que nous racontions dans ce premier film. Notamment avec aussi des études en Allemagne, parce qu'il y a une pratique du jeûne en Allemagne qui existe depuis un siècle à peu près, depuis les années 1920. On a commencé à jeûner en Allemagne. Et puis ensuite, avec des études plus poussées en biologie moléculaire, notamment faites par un grand chercheur américain qui s'appelle Walter Longo à l'Université de Californie. Donc j'aimerais bien qu'on parle juste après d'ailleurs. Donc, ça, c'était ce documentaire en 2012. Ouais. Depuis, il s'est passé énormément de choses. Je vais vraiment en parler, moi, depuis un peu mon rôle d'observatrice. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de mode du jeûne où on a entendu parler du jeûne à fond dans tous les sens, que ce soit les jeûnes randonnées, séjours jeûne, clinique du jeûne, jeûne intermittent, jeûne du matin, jeûne du soir, jeûne 2 jours par semaine. Il y a énormément de méthodes, en fait, qui sont arrivées. Et depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins et qu'en revanche, on nous parle que de la protéine, de manger plus, de faire du muscle, de faire du sport, de créer des corps plus forts, plus costauds, plus nourris. Donc, en tant qu'observatrice, déjà, moi, je me sens un peu perdue. Je pense que les auditeurs, auditrices, encore plus. Et donc là, tu reviens avec un documentaire qui est en libre accès jusqu'à fin 2025, été 2025 jusqu'à 25 juillet 2025. 25 juillet 2025 sur Arte, qui s'intitule Le jeûne,
une nouvelle voie thérapeutique sans point d'interrogation. Ça, c'est le livre. Ah, ça, c'est ton livre, bien sûr. Ça, c'est le livre. Le documentaire s'appelle « Le jeûne enquête sur un phénomène ». Justement, il y a eu ce phénomène du jeûne depuis 2012 et on s'est interrogé là-dessus. Et effectivement, après le film, il y a eu un engouement sur le jeûne. Cet engouement, je pense qu'il correspond aussi à une approche, une interrogation sur notre rapport au corps et aux soins. Est-ce que la médecine guérit toutes les maladies ? Non, bien sûr que non. Mais est-ce que les maladies chroniques sont bien soignées par la médecine ? Est-ce que l'asthme, l'arthrite, les maladies métaboliques, l'hypertension par exemple, sont guéries par la médecine classique ? Non. Moyennement, on va dire... Apaiser certains symptômes. Voilà, on apaise les symptômes, mais on ne guérit pas quelqu'un. Le diabète est considéré comme une maladie qui ne peut pas être... Le diabète de type 2 qui ne peut pas être guéri. L'hypertension, on en parlait, qui n'est pas guérie. On prend des pilules pour toute la vie. Et le jeûne est une approche qui prend ces maladies chroniques et propose de les soigner. Alors, ça ne marche pas forcément à tous les coups, mais ça marche de manière remarquable pour un grand nombre de patients. Alors, avant ça, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que le jeûne et de quoi est-ce qu'on parle vraiment ? En fait, est-ce que tous les jeûnes se valent ? Le jeûne de 5 jours dans un centre où on fait aussi de la randonnée ? Est-ce qu'il faut jeûner soi-même chez soi un peu tous les jours ? En fait, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Est-ce que tu peux un peu nous décrire le spectre du jeûne qui existe et qui marche ou pas ? Le spectre, il est large. D'abord, jeûner, c'est arrêter de prendre la nourriture extérieure. Et on parle de nourriture. Là, comment ça, extérieure ? Extérieure, oui, parce que de la nourriture, se nourrir. Parce que, qu'est-ce que le jeûne ? On va poser une autre question. En fait, pour parler du jeûne, mais on va poser la question, pourquoi est-ce qu'on prend du poids ? Pourquoi est-ce qu'on prend du poids ? Oui, pourquoi est-ce qu'on prend du poids ? Parce qu'on pourrait considérer finalement que le corps, on prend la nourriture, on se nourrit, et le corps élimine ce dont il n'a plus besoin. Après tout, ça serait une bonne solution pour le corps d'éliminer comme ça. Et eh bien non, on n'élimine pas. Le trop-plein, on le stocke. Et pourquoi on le stocke ? C'est parce que notre organisme a été dessiné par l'histoire de l'évolution pour faire face à des périodes de disette et de famine. Et en cas de disette et de famine, le stock qu'on a constitué sert de réserve pour survivre pendant ces temps-là. Et donc, notre organisme est construit là-dessus. Et donc, on a besoin de déstocker régulièrement pour être en bonne santé. C'est ça que nous apprend finalement cette histoire de l'évolution, c'est que le jeûne est une manière de déstocker, en fait. Si notre corps, c'est un peu notre frigidaire, si vous voulez, et bien, à un moment donné, on ouvre la porte du frigidaire, il faut le vider. Sinon, ça s'encrasse. Voilà. Et quand je parle... le jeûne, c'est ne pas prendre la nourriture extérieure, mais pendant un jeûne, on se passe donc de nourriture extérieure, mais on prend de la nourriture intérieure. On se nourrit qu'on a stocké toujours. déjà. On continue à se nourrir, mais on se nourrit de ses propres réserves. Ça, c'est la première chose, et ça marche très très bien. Et la deuxième chose, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est qu'est-ce qu'on tape où dans ces réserves ? On tape dans le gras, dans nos réserves de lipides. Et donc, on déstocke le gras. Parce que, en fait, tout ce qu'on stocke, on le stocke sous forme de gras. Et ça, c'est très intéressant. Ce gras, ces lipides, sont transformés par le foie en corps cétonique. Ce sont des cétones. Et le corps, les muscles aiment les cétones. Et le cerveau, surtout, adore ça. Donc, on se nourrit de nos cellules de graisse. Voilà, ça, de nos lipides. Ok, très bien. De lipides. Mais de quel jeûne on parle là ? Est-ce que tu es en train de me parler de jeûne qui dure 5 jours dans un centre contrôlé, ou bien chez soi, pas manger le matin ou le soir ? De quoi est-ce qu'on parle ? Alors là, on parle d'un jeûne qui est prolongé, qui se prolonge au-delà de 3 jours. Au-delà de 3 jours. Voilà, c'est ce que, à partir du 3e jour à peu près, s'opère ce qu'on appelle le switch métabolique, c'est-à-dire au lieu de se nourrir
du glucose, qui est notre nourriture quotidienne, normale. Notre organisme fonctionne avec le glucose et le cerveau fonctionne avec le glucose. Avec ce switch, il n'y a plus de glucose, la glycémie tombe, et on va taper dans les lipides. Et ça, on transforme ces lipides en corps cétonique. Donc je me répète, mais ça c'est très important. Ça s'appelle le switch métabolique. Ça s'opère à peu près au bout du 3e jour de jeûne. On peut commencer à fabriquer des cétones au bout de 18 heures ou 24 heures, ça dépend de chacun, ça dépend si on fait du sport, mais en général, on fabrique beaucoup de cétones à partir du 3e jour de jeûne. Et ça c'est très bon parce que les cétones, c'est anti-inflammatoire. C'est très très bon pour le corps. Ça, c'est un chercheur qui, aux États-Unis aujourd'hui, on a découvert ça il y a très récemment, une dizaine d'années. C'est fabriquer des cétones, nourrir le corps avec des cétones. C'est excellent parce qu'ils ont des propriétés. C'est un excellent carburant et qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc là, est-ce que tu es en train de me parler de l'alimentation cétogène, sans glucides, majoritairement carnivore? Ou est-ce que tu es en train de parler du jeûne qui fabrique des cétones? Alors là, je parle du jeûne qui fabrique des cétones. Okay. Mais à partir donc du 3e jour, et puis 4e, 5 jours, ensuite on fonctionne avec les cétones à partir du 3e jour. Ça, ce sont des jeûnes prolongés. Alors, tu as parlé de jeûne de 5 jours. Moi, j'ai vu dans différents centres des gens qui ont fait des jeûnes de 10, de 20, même de 30 jours. La dernière fois qu'on a tourné en Allemagne, on a rencontré quelqu'un qui avait fait un jeûne de 38 jours. Voilà, 38 jours. Mais il sort comment ? Mais cet homme-là pesait 140 kilos. À la base. Oui. C'est un peu comme les manchots. Les manchots peuvent jeûner 100 jours parce qu'ils ont énormément de réserves. Ils puisent dans leurs réserves. Et lui, 140 kilos, c'était dans le cadre d'une clinique. Il ne faisait pas ça tout seul. C'est quelqu'un qui avait du diabète, qui avait du cholestérol, qui avait des problèmes métaboliques. Il a jeûné 38 jours. Et il n'avait plus de diabète en sortant. Alors, il faut voir 1 an plus tard s'il a retrouvé son diabète ou s'il a réussi à se normaliser sur la longueur. Et alors ? Ça, il a réussi à se normaliser sur la longueur. Voilà, puisqu'on est resté en contact avec lui. C'est un Allemand. Et ça, on va reparler peut-être de l'effet du jeûne sur des maladies métaboliques comme le diabète de type 2, qui est une épidémie, c'est une folie. Aujourd'hui, c'est une des maladies les plus répandues. Donc, on en était à parler donc là, du jeûne longue durée. Oui. Plus que 3 jours. Oui. Et donc, à cette longueur-là, il faut le faire dans un centre encadré par des médecins. 5 jours, si on est en bonne santé, si on ne prend pas de traitement, parce que dans le jeûne, il faut bien séparer 2 choses, 2 populations. Si vous voulez, il y a la population qui ne prend aucun traitement, qui est en bonne santé à peu près, et il y a une population qui prend un traitement. Par exemple, un hypotenseur ou de la metformine pour son diabète, ou etc. Quand vous prenez un traitement, il faut le faire sous supervision médicale. Ça, c'est une obligation, puisque pendant un jeûne, la glycémie, dans le cas du diabète, la glycémie va baisser. Il faut réadapter sans cesse sa médicamentation. Et dans le cas d'un hypotenseur aussi, la tension va baisser, la tension artérielle va baisser. Donc, l'hypotenseur, il faut le baisser et même peut-être l'enlever totalement. Donc, il faut être suivi au quotidien. Donc, dans ce cas-là, si vous ne prenez pas de traitement, allez jeûner 5 jours dans un centre jeûne et randonnée, par exemple, où les gens sont formés pour vous accompagner, ça ne présente pas de danger. Okay. Voilà. Et en 5 jours, déjà, c'est très efficace pour nettoyer son corps, pour opérer ce switch, se nourrir de cétones, marcher, redessiner un peu son corps, perdre quelques kilos, même si ce n'est pas l'objectif ultime de perdre du poids, mais quand même, rétablir les paramètres sanguins, 5 jours, ce sont des cures déjà qui sont très intéressantes. D'accord, donc là en fait on parle de jeûne plutôt longue durée. Oui. Et quand on parle de jeûne intermittent, jeûne 5-2, donc c'est-à-dire 5 jours manger normalement et 2 jours de la semaine manger très peu, est-ce qu'on parle de la même chose ? Est-ce que c'est des adaptations, des sous-adaptations ? Ce sont des jeûnes aussi,
Mais alors, il faut distinguer deux choses. Il y a le jeûne donc, de longue durée qui s'appuie sur ce rythme qui est issu de l'évolution. On stocke et on déstocke. De temps en temps, il faut déstocker. Et pour déstocker, on ne va pas déstocker en quelques heures. On déstocke sur une durée de 5 jours, au moins, de temps en temps. Voilà. Okay. On vide le frigo. Ensuite, ce sont donc les rythmes sur l'année, si on veut. Et après, il y a les rythmes quotidiens. Et dans un rythme quotidien, le jeûne, il faut jeûner jeûner quelques heures, jeûner quotidiennement, c'est-à-dire observer une période pendant laquelle on ne mange pas dans ces 24 heures est très important. Il y a des études aux États-Unis faites à partir de souris. Et il y a une étude qui est fondatrice et qui est incroyable. C'est un chercheur de San Diego. Il a séparé 2 groupes de souris. Et sur les 2 groupes, il les a nourris de la même manière, avec de la nourriture grasse, de la mauvaise nourriture, très sucrée, beaucoup de glucides et beaucoup de gras, très mauvaise nourriture. Le standard American diet. Exactement. Mais un groupe pouvait se nourrir quand il le voulait. L'autre groupe de souris n'avait accès à la nourriture que 12 heures par jour. Et c'était la même quantité de nourriture. Même quantité, même calories, même trash. Voilà, même trash. Au bout des 3 mois, les souris qui avaient mangé quand elles le voulaient, qui avaient accès à la nourriture comme ça, étaient obèses, avaient des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de diabète, etc. L'autre groupe de souris qui n'avait pu manger que sur une période de 12 heures, donc pendant 12 heures, on ne mangeait pas, mais pourtant c'était la même quantité de nourriture et le même trash, eh bien ces souris-là étaient en bonne santé. Donc ce chercheur, Sachin Panda il s'appelle, a dit « Eureka, c'est incroyable !» Alors qu'on nous dit que ce qui compte, c'est la quantité. Non, ce n'est pas la quantité. Enfin, la quantité va jouer quand même. Mais le timing. Il vaut mieux compter les heures, il a dit, que compter les calories. Ah, c'est hyper intéressant. Ça vaut mieux compter les heures que compter les calories. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Et il a fait une expérience avec des pompiers, par exemple, parce que les pompiers, ils se sont rendus compte à San Diego que les pompiers avaient des maladies cardiovasculaires et étaient finalement... Ce sont des hommes en très bonne santé au départ, des jeunes fringants, costauds, sportifs. Et bien, au bout d'un moment, en fait, ils avaient des problèmes cardiovasculaires. Et les pompiers, finalement, la mortalité le premier... les pompiers meurent. Le premier facteur de risque pour les pompiers, c'est le facteur cardiovasculaire. C'est pas les accidents, c'est pas le feu, c'est pas leurs interventions. Donc, ils se sont rendus compte que les pompiers, en fait, à cause d'horaires changeants sans cesse, 24 heures sur 24, ils pouvaient être sur le pont, ils mangeaient n'importe quand. Ils ont fait donc cette expérience de 3 mois avec les pompiers et ils ont pris un groupe de pompiers où pendant 12 heures, on les empêchait de manger. Quoi qu'il arrive, intervention ou pas. Eh bien, ces pompiers-là, ceux qui ont observé ça pendant 3 mois, eh bien, ont vu tous leurs facteurs de risque cardiovasculaire baisser. En seulement 3 mois. 12 heures seulement, donc en fait ça paraît facile, donc de 20 heures le soir à 8 heures le lendemain matin, c'est pas non plus... Ça paraît assez facile, effectivement. Alors, parce qu'on parlait de ça finalement. Oui, mais ce chercheur a fait une étude sur aussi, il a demandé aux habitants de San Diego d'aller sur une application et de mettre les horaires auxquels ils mangeaient. Et parce qu'on lui a dit, mais attendez, votre étude là avec les souris et tout, 12 heures, tout le monde fait un jeûne de 12 heures pendant la journée. Mais non. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. La majorité des gens mangeaient sur une période moins de 15 heures ou 16 heures. Il y a ceux qui ouvrent le frigo à 11 heures le soir avant d'aller aux 22 heures, un petit truc. Et ceux qui se lèvent pendant la nuit aussi, parce que petite fringale, ou ceux qui, dès le lever, vont aussi manger. En fait, les 12 heures sont rarement respectées par la population générale. Donc, il faut juste se remettre dans ce rythme-là. Et c'est très important, ils sont très importants ces 12 heures parce que qu'est-ce qui se passe ? Le truc essentiel, c'est l'insuline.
L'insuline. Voilà, l'insuline, donc c'est une hormone qui permet de transporter le sucre, le glucose que l'on fabrique quand on mange, de le transporter dans les cellules. Donc dès qu'on mange, hop, le pancréas fabrique de l'insuline et hop, l'insuline prend le glucose et le transporte dans les cellules. Et tant qu'il y a du sucre dans le sang, le taux d'insuline est élevé. Et tant que le taux d'insuline est élevé, eh bien, le corps, il y a un message qui passe dans le corps qui dit « stockez ». Prenez, stockez, stockons. Quand l'insuline baisse, le message qui est envoyé au corps est « brûlez ». Déstock. Déstock. Voilà. Et ça se passe dans la journée aussi. Mais si on mange sur une période qui est trop grande, sur un espace, l'insuline n'a pas le temps de baisser. Et le déstockage n'a pas le temps de se faire. Le déstockage n'a pas lieu. Voilà. Et donc, on prend insensiblement du poids. Un tout petit peu. On stocke. Insidieusement. Voilà, insidieusement. Alors que si on pratique ce jeûne intermittent, c'est-à-dire au minimum 12 heures. Au début, les chercheurs avaient dit 16 heures. 16-8. Voilà, c'était le fameux 16-8. C'est un grand chercheur américain qui s'appelle Mark Madsen qui avait lancé ça, qui avait fait des études sur les souris. Et lui, c'est un spécialiste des maladies neurodégénératives. Et il avait Alzheimer, Parkinson. Exactement. Et il avait vu que sur les souris que l'on faisait jeûner, qu'on faisait faire le 16-8, eh bien, des souris qui avaient Alzheimer, eh bien, retrouvaient la mémoire. Ce qui était incroyable. Retrouver la mémoire. De la mémoire. Alors, s'améliorait. Un peu de mémoire. S'améliorait. Donc, c'était très bénéfique contre les maladies neurodégénératives. Parce que, en fait, il s'est dit, le cerveau se nourrit de glucose. On l'a dit tout à l'heure. Quand on fait cette plage de jeûne, donc il n'y a plus de glucose, l'insuline baisse, il n'y a plus de glucose disponible, et le cerveau a besoin de sa dose de glucose. Au bout d'un moment, au bout de 10 heures, 11 heures, il est en manque. Eh bien, ce manque, c'est qu'il y a un stress, c'est un stress modéré, mais ce stress va pousser le cerveau à fabriquer de nouveaux neurones. Et ça, c'est extraordinaire. Ça se passe dans l'hippocampe. L'hippocampe fait une neurogénèse pendant cette période de jeûne intermittent. Voilà. Et ça, c'est... Donc, création de nouveaux neurones grâce au jeûne intermittent. Grâce à ce stress modéré, quotidien. Voilà, il n'en fabrique pas des milliards. Donc, pas pendant ce jeûne prolongé, mais plutôt un peu tous les jours. Voilà. Un peu prolongé, quand même. Là, on est sur le 16-8, là. Alors, ça, c'était au départ, Mark Madsen, donc le 16-8. Les chercheurs sont engagés là-dessus, mais finalement, on s'est rendu compte aujourd'hui que 14 heures, 10 heures, ça marchait bien aussi. C'était bien. Ok, donc 12-12, 14-10, 16-8, un peu entre les deux, quoi. Comme on peut, en fait, finalement, comme on peut en fonction de sa vie. Et puis, il faut s'écouter, parce que la question suivante, c'est quoi ? On s'organise comment pour faire ces 14 heures, par exemple ? Est-ce qu'on saute le petit déjeuner ? Est-ce qu'on saute le repas du soir ? Sauter le repas du soir, c'est compliqué quand même. Parce que c'est vrai que dans les études, on dit tout. Enfin, moi, ce que j'ai lu, c'était que c'était plus efficace de jeûner le soir plutôt que le matin. C'est ce que j'ai lu. Et c'est vrai qu'en effet, socialement, d'autant plus quand on a une famille, on ne va pas préparer le repas pour les enfants, ne pas manger. Déjà, c'est très dur en soi parce qu'on voit la nourriture, donc on a faim. C'est un peu désocialisant. Oui, il faut essayer si on peut, et c'est compliqué dans nos vies, mais de manger, alors le soir, de manger le plus tôt possible. Voilà. pas à 21h ou à 22h. Voilà. C'est pour ça que la plupart des gens, en ville notamment, sautent le petit déjeuner. Enfin, ceux qui veulent pratiquer le jeûne intermittent sautent le petit déjeuner. Moi, je sais que je peux sauter le petit déjeuner, même c'est presque que du bonheur, puisque tu te sens mieux. Je me sens très très bien. Sylvie Gilman, donc elle est la co-autrice du film et du livre, pour elle, c'est très difficile de sauter le petit déjeuner. Elle se lève, elle a faim.
Voilà, il faut manger. Et si elle ne mange pas, elle a plutôt un peu mal à la tête et elle saute plus facilement le repas du soir. Très facilement d'ailleurs, plutôt. Voilà, il faut s'écouter aussi. Il n'y a pas de règles, mais au minimum, je pense que ce qu'il faut que les auditeurs, auditrices entendent, c'est minimum 12 heures, le repos quotidien pendant 12 heures. Ok, minimum, très bien. Ouais. Et ensuite, on parle aussi, j'ai entendu parler, du fast mimicking diet. Donc, c'est faire comme si on était en jeûne, mais pas vraiment. Et donc, sur une très longue période, manger bien normalement pendant 5 jours et 2 jours par semaine, à peine 500 calories. Ça, c'est plutôt le régime de Walter Longo. Alors non, ça c'est le 5-2. 5-2. 5-2, normal pendant 5 jours. Okay. Et puis, et très peu de 500 calories à peu près pendant le week-end. Ou pendant 2 jours par semaine, plutôt pas le week-end d'ailleurs. Lundi, mardi à la rigueur, les jours d'austérité. Oui. Alors ça, c'était le 5-2, c'était il y a 10 ans aussi, ça a perdu un peu de sa... la mode est un peu passée, j'ai l'impression, parce que c'est difficile à mettre en œuvre quand même. Pendant 2 jours. Pas forcément c'est inintéressant, mais c'est qu'en réalité, socialement, c'est compliqué. Ça marche très bien. Juste quand même, pour revenir sur le jeûne intermittent, sans conclure forcément, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire, mais il y a une étude qui a été faite à San Diego par l'Université de Californie. Ils ont suivi des femmes qui avaient eu un cancer du sein. 2500 femmes pendant 7 ans. Donc, qui étaient en traitement ou après rémission ? Après rémission. Enfin, à partir du traitement, la rémission, et pendant 7 ans, ils ont fait un suivi de malades de cancer du sein. De femmes qui avaient eu ou qui avaient un cancer du sein, qui ont été opérées, qui ont pris la chimio, etc., qui ont suivi un traitement. Eh bien, les femmes qui jeûnaient qui ne prenaient pas de nourriture, donc qui jeûnaient quotidiennement, qui faisaient un jeûne intermittent. Tous les jours. Pendant 13 heures au moins. Au moins 13 heures. Au moins 13 heures. Ils se sont rendus compte dans l'étude qu'elles avaient un taux de récidive 40% moins élevé que les autres. Celles qui mangeaient plus régulièrement, sans faire ce jeûne intermittent. Sans regarder le timing. Voilà. Et donc 40% de récidive en moins, juste en changeant les heures de repas. Ça, c'est fabuleux. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ok, donc très bien. Voilà. Donc on revient sur l'étendue des types de jeûnes possibles. Voilà, le fasting mimicking diet. Alors le fasting mimicking diet, c'est un jeûne qui a été inventé, si on veut, donc en français, la diète qui imite le jeûne. Voilà. Qui a été inventé par un chercheur américain qui s'appelle Walter Longo. Italien. Italien et américain, et qui est spécialiste de la longévité. Et qui a été amené à étudier les effets du jeûne sur le cancer, sur la chimiothérapie et dans le cas du cancer. Peut-être qu'on en reparlera, mais bon. Mais ce qui est très important là, lui, il a fait jeûner, au départ, tous ces chercheurs, ils commencent avec des souris. Et il a fait jeûner des souris. Il a pris un groupe de souris qu'il a fait jeûner, un autre groupe qui n'a pas jeûné. Et ces souris atteintes de cancer, on leur a donné des fortes doses de chimiothérapie. Très haute dose. Et le groupe qui avait jeûné a très bien survécu à ces hautes doses. À ces traitements. Ouais. C'est plus qu'un traitement. J'insiste sur haute dose parce que la chimiothérapie, c'est un poison et là, c'est des fortes doses. Et elles ont survécu et elles étaient en très bonne forme. Les souris qui n'avaient pas jeûné, elles sont mortes aux 2/3 et celles qui ont survécu étaient en très mauvais état. Et c'était des jeûnes de combien de temps ? 48 heures. 48 heures. Mais pour des souris. Pendant le traitement. Voilà, c'était juste avant le traitement. Juste avant le traitement. Et voilà. Donc, Walter Longo, ça a été une révolution. Tout d'un coup, se rendre compte que jeûner pendant 48 heures pour les souris protégeait des effets secondaires de la chimiothérapie, c'était révolutionnaire.
Ça voulait dire que le jeûne protège les cellules saines et ne protège pas les cellules cancéreuses, ou plutôt que les cellules cancéreuses, même Walter Longo nous disait, le jeûne c'est un cauchemar pour les cellules cancéreuses, parce qu'on coupe le glucose, elles ont besoin de beaucoup de glucose, beaucoup plus que les autres cellules pour se développer. Donc c'était extraordinaire, ces résultats sur les souris. Il a voulu passer à l'humain, donc faire des essais avec les hôpitaux universitaires en Californie. Et ça a été très difficile de trouver des patients atteints de cancer qui ont voulu entrer dans les essais cliniques de jeûne. Parce qu'on parlait de jeûne de combien de temps avant le traitement pour ces patients ? C'était 48 heures. 48 heures. Juste avant 48 heures avant la chimiothérapie et le jour de la chimiothérapie. Donc 3 jours, quoi. Voilà, 2 jours et demi, 3 jours. Et on leur proposait ça, et ils trouvaient pas beaucoup de patients, parce que les patients disaient il nous reste au moins ça, un peu ce réconfort-là de manger, parce que c'est les effets secondaires à la chimio, c'est très dur. Et donc il s'est dit mais il faut leur donner quelque chose. Je vais essayer de faire une sorte de diète qui leur permet de manger quelque chose, mais avec les mêmes effets que le jeûne. Il a mis 5 ans à peu près, d'études de labo, pour mettre au point cette diète, cette fasting mimicking diet. Et aujourd'hui, il y a énormément d'essais cliniques dans le monde sur jeûne et cancer. Et toutes les personnes, les patients qui rentrent dans ces essais cliniques, suivent le régime de la fasting mimicking diet, mis au point donc par Walter Longo. Alors, attention, quand on dit qu'on mange quelque chose, c'est très peu quand même. C'est 600 calories le premier jour, et c'est ensuite 300 calories les jours suivants. C'est très très peu. Et c'est quoi, de la salade, une pomme ? Sauf que, ce sont des soupes, il y a beaucoup de soupes. Alors, il n'y a pas de glucose. Ce sont surtout des protéines, ce sont des vitamines, il y a des graines, il y a des olives. C'est une boîte, et dans cette boîte, il y a 5 petites boîtes, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. On prend le jour 1, alors il y a quelque chose à boire qui sont des vitamines, il y a ensuite donc une soupe à faire. Tu l'as testé ? Alors, c'est pas moi, mais Sylvie l'a testé et l'a fait pendant 5 jours pour voir ce que ça donnait. C'est beaucoup plus facile qu'un jeûne normal, parce qu'on a l'impression, il y a le rituel quand même de le matin on prend un petit truc, à midi on prend cette petite soupe, il y a des sortes de crackers, mais c'est des crackers où il n'y a pas du tout de sucre et tout, etc. Mais on croque quelque chose, croquer, et ça a les mêmes effets que le jeûne, enfin en tout cas pour des points très particuliers qui sont les cétones. Donc on fabrique beaucoup de cétones. La glycémie baisse, et ça c'est dans le cas par exemple d'un cancer et tout, c'est très important que la glycémie baisse, qu'il n'y ait plus de sucre, fait très très peu de sucre dans le sang. Et puis ensuite il y a les facteurs de croissance qui sont les IGF-1, ces facteurs de croissance qu'en mangeant on fabrique, et notamment en mangeant des protéines. Des produits laitiers aussi. Et des produits laitiers. Eh bien, c'est le ferment de la cellule cancéreuse, les facteurs de croissance, les IGF-1, les cellules cancéreuses, ça nourrit et ça repaisse. Donc, il y a une baisse des IGF-1. Donc, c'est une boîte, c'est un régime qui est faisable quand vous êtes malade, mais il faut être suivi aussi. En France, c'est pas encore établi comme régime. Peut-être un jour, on verra à l'Institut Curie ou Gustave Roussy, qui sont des grands centres anti-cancer, le pratiquer. Je sais qu'il y a des oncologues, des cancérologues qui sont très intéressés pour lancer des essais là-dessus, parce qu'on a bien vu que ça réduisait au moins la fatigue des patients atteints de cancer, et pendant le traitement de chimiothérapie, ça réduisait les effets secondaires en général et la fatigue. Voilà. Donc là, on a un peu vu le panel des types de jeûnes possibles. Est-ce que tu en vois d'autres qu'on n'aurait pas abordés ?
Je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour. Non. Alors pour certains, il y a le jeûne sec aussi. Le jeûne sec. Sec, c'est-à-dire pendant 24 heures ou jusqu'à 3 jours, ne pas boire. Ne pas manger, ne pas boire. D'accord, parce que sinon, on peut quand même boire de l'eau dans les Sinon, autres. dans un jeûne normal, on va dire, on boit et on boit beaucoup. Il faut boire. L'important, c'est d'éliminer. Et on boit de l'eau ou on boit des électrolytes, des soupes, des bouillons? Alors, en Allemagne, on boit des bouillons très très clairs. Ça amène... Ça fait pas rêver votre truc, mais bon, on en reparle juste après. Les bouillons très clairs. Oui, très clairs, mais il y a des minéraux dedans. C'est ça qui est intéressant. Et puis des tisanes et de l'eau, beaucoup d'eau. C'est 2,5 litres, 3 litres si on veut, mais l'important, c'est de faire fonctionner tous les émonctoires, tous les organes de l'élimination. Okay. Et c'est intéressant de transpirer pendant un jeûne aussi, si on parle d'élimination, de transpirer, donc de faire du sport, pas un sport violent, du sauna, de faire des marches sous le soleil si on y résiste. Mais voilà, ça c'est pas de. Et alors, je sais que c'est pratiqué quelquefois des jus de fruits, mais moi je m'étonne que l'on donne des jus de fruits pendant un jeûne. Puisqu'il est assez riche en sucre. Voilà, c'est du sucre. C'est du sucre, ça va donner du glucose. Et le switch métabolique ne se fait pas assez bien si on mange du sucre tous les jours. Ok, très bien. Donc ça, c'était pour le spectre de tous les jeûnes qui existent. Juste avant de parler des effets thérapeutiques de ce jeûne, est-ce qu'on peut parler aussi des protéines? Parce que donc là, tu nous parles du glucose. Donc les effets principaux du jeûne, c'est de mettre le corps en réduction de glucose et donc de fabriquer ces cétones qui vont être bénéfiques pour le cerveau, pour le déstockage. Est-ce qu'on peut parler aussi des protéines? Parce que donc toutes les recherches, notamment du docteur Longo, sur les protéines et leur effet plutôt néfaste sur le vieillissement, sur le côté radicaux libres. Est-ce que ça, tu peux nous en parler? Eh bien, je peux dire quelques mots sur les études de Walter Longo. Et Longo, donc, c'est un chercheur qui s'est intéressé aux jeunes, mais au début, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la longévité. Et la longévité, notamment au cancer. En bonne santé. C'est-à-dire, et en bonne santé, et vivre longtemps en éliminant toutes les maladies handicapantes et les maladies comme le cancer et comme les maladies neurodégénératives. Éviter ça. Quand on voit un beau vieillard de 90 ans avec toute sa tête et l'œil pétillant... Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. On est heureux, on se dit on aimerait bien être comme lui à son âge. C'est possible, je pense que c'est possible, sauf qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, l'espérance de vie... On dit toujours l'espérance de vie augmente. Oui, mais l'espérance de vie en bonne santé, est-ce qu'elle augmente? Elle n'augmente pas tellement. L'espérance de vie en bonne santé, pour un bébé qui naît aujourd'hui, c'est... si c'est un homme, enfin si c'est un garçon, c'est 63 ans. 63 ans en bonne santé. Donc c'est très... Enfin, c'est très peu. C'est très peu pas par énorme. Rapport à l'espérance de vie qui est autour de 80 ans. Oui, ça veut dire 20 ans sous traitement permanent, quoi. Voilà, avec des maladies chroniques, handicapantes, qui réduisent notre capacité à bien vivre. Et souvent, la vie se termine à l'hôpital, avec des souffrances. En fait. Voilà, c'est pas génial à voir. Voilà. Donc, Longo s'intéresse à ça. Et lui, il vient d'un village de Calabre où il y a beaucoup de centenaires. Et il est allé faire une étude sur le régime alimentaire dans son village d'Italie, donc de Calabre, et il s'est rendu compte qu'il prenait très peu de protéines. Très peu de protéines. Très peu de protéines. Oui. Animal, végétal, les deux. Surtout animal. Voilà. Et il y a toujours un peu de protéines, mais très très peu. Et parce que les protéines ont une fonction très particulière qui est celle d'activer une molécule qui s'appelle mTOR. Et mTOR, c'est inflammatoire. C'est mTOR, il faut, et le jeûne est très intéressant pour ça, c'est que quand vous jeûnez, mTOR, vous bloquez mTOR, vous bloquez cette molécule qui est mTOR, et mTOR, quand il est bloqué,
ça ouvre la voie de l'autophagie. Et on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais l'autophagie, c'est très important. C'est quoi autophagie? C'est se manger, phagie, manger. Se manger soi-même. Se manger soi-même. C'est ce qui arrive en fait quand on jeûne, on s'auto-mange. On mange ses cellules graisseuses. Voilà, ça c'est au niveau de l'organisme en entier, mais même au niveau cellulaire. C'est-à-dire dès que on arrête de manger, et même si on mange très peu de protéines, dès que cette molécule mTOR est désactivée, eh bien, hop, ça ouvre la voie de l'autophagie. L'autophagie, donc, c'est se manger soi-même, mais au niveau intracellulaire, la cellule, elle va essayer de se nourrir sur ce qu'elle a à l'intérieur et sur les débris cellulaires. Elle fait un auto-nettoyage. Se recycle. Elle se recycle, exactement. Elle prend des débris cellulaires, et même ça peut être des virus à l'intérieur de la cellule, et avec ses vieux composants, elle fabrique des nouveaux composants pour se donner de l'énergie. Et ça, quand on a des cycles d'autophagie régulièrement, c'est très très bon pour la santé. Et alors ça, comment est-ce qu'on les active, ces cycles d'autophagie? En mangeant moins? En mangeant moins souvent? En mangeant moins protéiné? En mangeant... ça reste encore un peu un mystère pour les chercheurs. Ils essayent de savoir... Ce qui est sûr, c'est que si vous jeûnez pendant plus de 24 heures, l'autophagie est en route. Okay. Ça, c'est clair. Vous activez l'autophagie. Mais au cours de la journée, pour des gens qui ne jeûnent pas, mais dans le jeûne intermittent, ça, c'est sûr qu'au bout de 12 heures, vous commencez à activer l'autophagie. Au bout de 12 heures. Voilà. C'est là que vient intéressant le 14-10. Voilà, mais est-ce que ça dépend aussi des personnalités? Ça dépend de ce que vous faites. Si vous avez respecté vos 12 heures et vous commencez la journée par un exercice physique, par exemple, et que vous êtes à jeun pour cet exercice physique. Et ça, ceux qui font l'exercice physique et qui ont expérimenté de le faire à jeun en disent tous les bienfaits qu'ils en ressentent souvent. Ça dépend la longueur et l'intensité. Bien sûr, bien sûr. Si vous allez courir 40 km, ça va être difficile à jeun, mais ça active aussi, ça décuple l'autophagie. Donc faire de l'exercice physique à jeun, ça c'est un très très bon moyen d'activer l'autophagie. De faire ce recyclage cellulaire. C'est excellent. C'est très difficile de t'entendre parce que moi, j'en suis convaincue, je le fais, j'en parle, mais dans le discours du moment un peu qu'on entend beaucoup, on est vraiment dans il faut manger énormément, faire du sport, il faut tout de suite donner de la protéine pour que le corps se reconstruise, que les muscles se reconstruisent, peur de l'épuisement. Donc, c'est pas simple à entendre. Donc, est-ce que tu penses, toi, qu'il y a une sorte de lobby ou de prise d'intérêt contre le jeûne? Contre le jeûne, oui, il y a, bien sûr. Il y a cet effet de mode du jeûne qui a suivi les 10 dernières années, les 15 dernières années. Et bien maintenant, elle est contrée. On voit des études, même des études scientifiques qui sont pas vraiment publiées, mais qu'on annonce comme quoi le jeûne intermittent, c'est pas bon pour le cœur, que le jeûne intermittent, c'est pas bon pour la peau, mais ces études ne sont pas publiées dans des revues internationales, mais elles font les gros titres des journaux quand même. Tout à fait. Parce que si la moitié de la population commence à se passer du petit déjeuner, les vendeurs de céréales, l'industrie agroalimentaire a peur, bien sûr, que ce soit le petit déjeuner ou le dîner. Ou les grignotages de 22h30. Les grignotages incessants. Bien sûr, là, il y a un gros lobbying de l'industrie agroalimentaire qui s'est habitué quand même à nous vendre des calories vides. En fait, depuis 30 ans, voilà, l'épidémie d'obésité, elle est due à quoi? Enfin, on a incité les gens à manger n'importe quoi. Et à manger... En permanence. En permanence, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de glucides et des sucres rapides qui vont directement dans le foie, qui font
tous les hommes, passé 50 ans, on commence à avoir une sorte de petite bouée autour du ventre qui sont les réserves de sucre, qui sont transformées en lipides et qui ne sont jamais déstockées, voilà, qui sont dues à cette nourriture de sucre rapide que l'on a mis sur le marché, qu'on a incité les gens à manger. Après, les protéines, moi, si Walter Longo était ici à ma place, il vous dirait bullshit. Vraiment, arrêtez d'en consommer à outrance. Arrêtez d'en consommer à outrance, parce que c'est pas bon pour la longévité. C'est pas bon pour un corps en bonne santé. Si vous faites beaucoup de sport, et ça dépend quel sport, mais vous avez besoin de muscles, vous pouvez manger un peu plus de protéines, plus protéinées. Mais c'est pas dans la vie courante, ça n'a aucun sens. C'est particulier parce que il y a vraiment, moi j'ai l'impression, tu vois, il y a un peu comme un combat, un peu comme avec la cigarette ou comme avec l'alcool. Enfin, tu vois, il y a du bon sens, il y a des études, il y a des médecins qui essayent, et de l'autre côté, on est abreuvé de discours de plein de non-experts, mais qui se disent malgré tout experts. Et oui, dans les salles de gym, dans les salles de fitness, il y a beaucoup de coachs santé. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, je ne prends pas de protéines, certainement jamais de la whey, quelle idée absolue. Je veux dire, c'est vraiment le déchet de l'industrie du fromage. Ouais. On l'a poudré, bien blanchi, et on le vend à 40 € le kilo. Ouais. C'est vraiment hallucinant. Et on va nous faire croire que c'est trop bien pour devenir fort comme un bœuf. Oui, non, ça c'est... sur la longévité, le jeûne et la longévité, je n'ai pas parlé d'une étude qu'a faite Longo, par exemple. Maintenant, on sait mesurer l'âge biologique. L'âge biologique différent donc de notre âge chronologique qui démarre à partir de notre date de naissance. Donc ça a été un combat dans le domaine de la longévité depuis très très longtemps. Les chercheurs ont essayé de trouver les paramètres qui permettraient d'indiquer de manière assez claire notre âge biologique. Et donc c'est quoi, une prise de sang, les télomères ? Aujourd'hui, on peut le faire à partir d'une prise de sang ou de la salive. On récolte la salive, et on a rencontré une chercheuse qui était spécialisée là-dedans, mais ce sont des milliers et des milliers de paramètres qui sont pris en compte. Ah, ok. Oui, parce qu'un organisme ne vieillit pas à tous les étages de la même manière. Il y a des gens qui peuvent avoir un cerveau qui fonctionne très 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 bien, et puis le reste du corps en mauvais état, ou un organe, le foie ou les poumons, etc. Donc il faut prendre en compte tout ça pour calculer l'âge biologique d'une personne. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc Longo a pris un groupe de personnes, ils ont calculé l'âge biologique pour tout le monde, et ils les ont fait jeûner 3 fois 5 jours sur 6 mois. Donc une première fois 5 jours, au bout de 3 mois, une deuxième fois 5 jours, et au bout des 6 mois, une troisième fois 5 jours. Une première, une deuxième, une troisième fois 5 jours. Et ils ont calculé l'âge biologique au bout des 6 mois. Donc 3 jours de jeûne, 3 cycles de jeûne de 5 jours. Voilà. Sur 6 mois. Voilà, sur 6 mois. Âge biologique baissé de 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Wow. D'âge biologique en moins, en 6 mois, en 3 fois 5 jours de jeûne, avec sa fasting mimicking diet, qui n'était même pas un jeûne violent. Ah d'accord, voilà. Donc les 5 jours de fasting mimicking diet, pas le jeûne complet, quoi. Oui. Okay. Parce qu'aujourd'hui, même sa fasting mimicking diet est peut-être employée pour, pas seulement dans le domaine du cancer, de patients qui ont le cancer, mais il préconise aussi pour d'autres, pour la vie courante, pour améliorer sa santé au quotidien. Ok, donc merci pour ces informations hyper intéressantes. Je pense que, il y a quand même un discours complètement erroné sur la protéine. Je pense que c'est un peu comme, je sais pas, peut-être comme on disait avant, il fallait faire boire de l'alcool aux enfants pour qu'ils aient je sais pas moi, un bon cœur, voilà, non, c'est ça. C'est fortifiant. Non, mais tout à fait. Enfin, je veux dire, dans quelques dizaines d'années, c'est sûr que ça sera le scandale des années 2020, mais bon. Oui, puisqu'en plus, la protéine, ça augmente les fameux facteurs de croissance. C'est le ferment des facteurs de croissance. Et aussi l'insuline dans le corps. Et bien sûr.
Tout à fait. Donc, hyper intéressant sur ça. Et d'ailleurs, le discours de Walter Longo, c'est plutôt autour de 0,8 grammes de protéines par kilo. Alors que les influenceurs fitness ou sport ou quoi sont plutôt sur 1,6 voire 2 grammes par kilo. Ouais, c'est doublé, voire triplé. C'est hallucinant. Ok, donc hyper intéressant. Donc moi, ensuite, la question pratique, le jeûne. Toi, tu as pratiqué, j'imagine, les jeûnes de 5 jours, plusieurs fois. Alors moi, j'ai fait, après le tournage du premier film, évidemment, je me suis dit, mais je vais le faire, parce qu'en ayant recueilli tant de témoignages positifs, je vais le faire. Et je l'ai fait dans certaines circonstances, parce que j'avais un livre à écrire, un livre sur le jeûne, la première version du livre qui paraît maintenant. Et donc, je suis allé en Allemagne, dans une clinique, parce que je voulais que ça soit suivi scientifiquement, en prenant tous les paramètres avant, pendant, après, etc. Et je suis parti sur un jeûne de 12 jours. 12 jours. Ouais, j'ai voulu faire... Donc là, tu es enfermé dans une clinique ? Oui, c'est une clinique. Enfin, on n'est pas enfermé parce que tous les jours, on peut marcher. Il y a des marches qui sont organisées. Il y a du yoga, on peut faire du sport qui est organisé. Enfin, on peut faire plein d'activités. Et d'ailleurs, tout le monde en fait parce que c'est plus qu'encouragé. Okay. Mais alors, moi, j'avais ce livre à écrire. Je me suis dit, on va voir si le jeûne a un effet sur le cerveau, sur la capacité à travailler intellectuellement. D'accord, hyper intéressant. Parce que j'avais lu le témoignage d'un chercheur russe qui avait écrit un livre en 3 semaines de jeûne. Il avait raconté ça dans une interview. Créativité. Voilà. Un livre c'était un physicien, c'était un livre scientifique. Mais, incroyable. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se lève facilement très très tôt, mais tous les matins, à 6h15, j'étais à mon bureau, à travailler sur le livre, jusqu'à midi, avec une grande capacité de concentration, l'esprit clair, et une capacité de synthèse. Il y avait énormément de documents dans plusieurs langues, et tout, etc. Rassembler ça, synthétiser et faire avancer. J'ai écrit la moitié du livre, comme ça, en jeûnant. Ok. Et ça, j'invite tout le monde à faire cette expérience. Enfin, si on a un travail intellectuel ou si on veut tout simplement prendre des décisions, si on ne sait pas trop où on en est dans sa vie à ce moment-là, l'esprit, dans le cerveau nourri au cétone fonctionne mieux. Okay. Et c'est tout à fait, c'est une expérience, c'est une très belle expérience à vivre. Et alors on a faim. Et moi je dois dire, alors juste pour finir, que j'étais parti sur 12 jours, mais la clinique m'a arrêté avant, et pour dire c'est ça, il y a une surveillance qui s'opère, et parce que j'avais perdu 4,5 kg en 9 jours. Ils ont considéré que c'était beaucoup, vu ma corpulence, et donc ils ont dit on arrête. Et moi, je ne voulais pas du tout arrêter parce que toujours ce cerveau nourri au cétone, et puis on se sent en pleine forme et on se sent très très bien. Et on est comme sur un nuage, un peu comme le téléphone en mode avion, et on ne veut pas atterrir. Et ils nous ont dit... J'arrive pas à y croire, moi, il faut que je le teste. Ils m'ont dit, mais non, vous, demain, hop, une pomme, et voilà, c'est le début de la réalimentation. Okay. Ils m'ont obligé, et donc je l'ai fait. Et alors, on a faim? On n'a pas faim, non, au bout d'un jour et demi, on n'a plus faim. Donc on a faim pendant un jour et demi. On peut avoir faim, en fait. Alors, en Allemagne, ce qu'ils font, mais on fait boire c'est une potion avec des sels à l'intérieur. Des électrolytes, certainement. Qui nettoient les intestins. Ah, ok. Ah oui, carrément. Ouais, genre carrément, un peu le lavement avant la coloscopie. Oui, c'est ça. Charmant. Mais après ça, on n'a plus faim. Ok. C'est un effet incroyable. On n'a plus faim. Et après, des lavements sont pratiqués quand même en Allemagne, les cliniques allemandes. Des lavements sont pratiqués tous les 2 jours à peu près. Voilà. On nettoie tout. Ok, très bien. Ouais. Et donc toi, tu as ressenti des effets sur ta créativité, productivité. Oui, et mais même on se sent optimiste. Optimiste, c'est beau ça. Ah oui, donc antidépresseur, quoi. C'est très antidépresseur.
apparemment. Enfin, il y a des études qui ont été faites là-dessus, en Allemagne toujours, sur la capacité du jeune. Alors, on dit que ça produit de la sérotonine. Alors, on ne sait pas à quel point la sérotonine est responsable de bon état moral, mais en tout cas, pendant le jeûne, et moi j'ai vu des cas, surtout, alors ça a été sur moi, mais j'ai vu au sein de la clinique beaucoup de gens, enfin même je connais personnellement quelqu'un qui est rentré, il était à la fin de sa vie quasiment, et il savait plus quoi faire, il avait vu 3 psys, un psychiatre bourré d'antidépresseurs et tout, etc. Il n'arrivait plus à avancer, il n'arrivait plus à aller à son travail. Il est venu jeûner, et 15 jours de jeûne, ça a été la renaissance. Plus d'antidépresseurs, plus rien, il est reparti, mais à fond. Alors ça, c'est un cas... Ça, c'est... mais ça, ouais. C'est quand même fait sur des plus grandes cohortes. Alors ça a été... oui, parce que, ça a été très peu fait en Occident. Parce que, alors, quand on parle dans les cliniques en Allemagne, alors quand je parle, juste je fais une petite parenthèse quand même, en Allemagne, il y a des cliniques privées et il y a des hôpitaux universitaires qui proposent le jeûne. Il y a 6 hôpitaux en Allemagne où on peut aller jeûner. Et la cure de jeûne est remboursée, quand vous êtes envoyé par votre médecin, elle est remboursée par le système d'assurance sociale. Ah oui. Voilà. On est très très loin de ça en France. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, quand je parle d'Allemagne, c'est tout ce système en Allemagne où on a interrogé un chercheur qui a fait jeûner 40 000 personnes, par exemple, à l'hôpital de la Charité à Berlin. Donc, et lui, il a observé vraiment l'amélioration du moral des gens qui venaient jeûner. Ça, c'est quelque chose de largement établi. En Union soviétique, entre les années 60 et les années 80, enfin, fin des années 50 et 90, Yuri Nikolaïev, qui était un grand psychiatre, a fait jeûner des patients dans l'hôpital psychiatrique. Ceux qui le voulaient. Avec des résultats incroyables, qui ont été publiés, mais tout a été publié en russe. Il y a une grande littérature là-dessus. Tout est dans les sous-sols de l'Académie des sciences à Moscou, que j'ai pu voir avec Sylvie Gillemont, mais on n'a pas reproduit ça en Occident. Il y a un chercheur, un psychiatre en France, qui s'appelle Guillaume Font, qui est psychiatre et qui s'intéresse à ça et qui sait, il s'est beaucoup intéressé à la nourriture du cerveau, et donc qui dit nourriture, comment bien nourrir son cerveau et comment pendant le jeûne on le nourrit autrement, donc par les cétones, il peut aussi changer sa structure et son mode de fonctionnement. Mais à part Guillaume Font, je ne vois pas en France qui s'intéresse à ça, ce qui est bien dommage. Pourquoi, en fait, c'est encore le lobby des femmes. Moi, je ne suis pas du tout complotiste. Je ne pense pas qu'il y a un immense complot, mais c'est plus un système, en fait, qui s'auto-entretient. Est-ce que tu penses que c'est plutôt le lobby pharmaceutique ou les médecins qui ont juste pas le temps, en fait, de s'en occuper, pas de fonds aussi, peut-être, pour faire les études En France, c'est culturel. Enfin, ce sont les études de médecine. Pendant les 10 ans d'études de médecine, un médecin fait 4 heures à peu près de nutrition. Donc, ça, c'est vrai. Ils ne sont pas intéressés. Parler de nutrition à un médecin, il ne sait pas quoi répondre. Donc ça, les études de médecine ne portent pas du tout vers la nutrition, vers cette idée que la nourriture peut être un médicament. Ensuite, la médecine en France, et en Occident en général, elle a été construite comme une guerre. Une guerre. C'est une guerre. Vrai. On attaque la maladie. La maladie est un agent extérieur, qui est un microbe par exemple, et qui vient attaquer l'organisme. Et on va le défendre. Et on va le défendre avec un arsenal thérapeutique. Tout à fait. Et les grands médecins, les grands pontes et tout sont des généraux presque. Ils passent à l'attaque. Dans le cas, Nixon avait lancé en 1972
une grande campagne de lutte contre le cancer. Il avait appelé ça « The War on Cancer ». Oui, et juste avant, il y avait eu la War on Drugs. Oui, les Américains sont très spécialisés là-dedans. Mais le New York Times avait titré, du temps de Pasteur en 1890, qu'il avait déclaré « The War on Diseases », la guerre contre la maladie. Ouais, comme Macron qui a annoncé la guerre contre le Covid. Exactement, j'allais y venir. On est dans une idéologie en termes de santé qui est celle de la guerre. Emmanuel Macron, dans son discours de mars 2020 pour le confinement, le mot guerre, il a prononcé 7 fois le mot guerre dans son discours. Le mot malade, 1 fois. Et le mot épidémie, 2 fois ou 3 fois maximum. Et le mot sport? Sport, ça, c'était, vous prenez une contravention, si vous allez marcher au bord de la plage ou en forêt. Voilà, ou en forêt. Voilà, donc on est dans cette idéologie de guerre, et dans la guerre, on est actif. C'est quelque chose de très viriliste, et on a donc des médicaments qui sont dans notre arsenal. Et quand le jeune, justement, c'est très contraire à cet esprit de la guerre. On ne fait pas la guerre, mais on ne fait rien. Limite, on s'affaiblit, entre guillemets. Alors, dans un point de vue guerrier, on s'affaiblit totalement. Enfin, on devient... et ça, c'est très... Pour un médecin, c'est pas compréhensible qu'on puisse aller mieux en s'affaiblissant, entre guillemets. Mais en fait, on ne s'affaiblit pas. Mais pour eux, on s'affaiblit. Voilà, donc ça c'est toute la culture. Ensuite c'est un médecin quelque chose qu'il ignore, il va dire toujours c'est dangereux. Très souvent. Dangereux. Prudence. Donc ça, on va lui donner raison, mais il faudrait quand même changer la culture en France et qu'il y ait un peu plus d'ouverture vers ce genre de médecine. Écouter les patients. Parce que, justement, on en parlait au tout début, est-ce que les maladies chroniques on peut dire qu'elles sont soignées, on les prend en charge, mais on ne les guérit pas. On améliore les patients, mais on ne les guérit pas. Quelqu'un qui a de l'asthme, il reprend toujours la Ventoline. En fait, moi, j'en ai discuté justement récemment avec ma sœur, qui est donc médecin. Oui, parce que voilà, on a une discussion super ouverte, justement, parce que moi, j'ai une maladie auto-immune et justement, j'essaye de trouver des façons de vivre avec sans prendre de traitements lourds. Et donc, j'apprends plein de choses. En fait, chaque mois, j'ai l'impression d'apprendre des nouveaux trucs que les médecins ignorent et ça me saoule. Et donc, quand je lui dis ça, elle me dit « Oui, mais tu te rends compte, nous, les médecins, en fait, on sauve des vies. Et en fait, tout ce qui va être médecine douce, amélioration, ça sera jamais de notre ressort. » Donc finalement, c'est presque aussi peut-être qu'on attend trop des médecins modernes. C'est-à-dire que voilà, ma sœur, elle voit quelqu'un qui est à l'article de la mort parce qu'il a une toux terrible. Bon, bah, son rôle, c'est vraiment de sauver la vie le plus rapidement possible, clairement. Et son rôle, elle ne se définit pas comme ayant un rôle d'améliorer finalement la vie peut-être de quelqu'un qui a un asthme contrôlé. Bon, bah, ça va, il va pas mourir demain, donc ça va. En fait, je pense qu'on peut peut-être aussi revoir un peu le rôle de chacun. Il y a finalement les médecins sauveurs de vie et peut-être un autre rôle à jouer avec des paramédicaux ou autre chose, un autre rôle de bien vivre, bien-être, vivre confortablement, éviter la maladie, prévention finalement. C'est presque les médecins aujourd'hui ne font pas de prévention parce que, en fait, je pense qu'ils ne considèrent, en tout cas dans leur éducation, que c'est pas leur rôle. Mais quand j'écoute ce que dit ta sœur, et elle est sûrement très engagée, ça je n'en doute pas, mais je retrouve le discours typique de la guerre, parce que le guerrier, il va sauver la vie. On est là, le discours héroïque de la médecine occidentale, on va sauver des vies, est formidable. Et ils sont déjà full, enfin, je veux dire, ils ont déjà des agendas blindés. Mais il s'agit aussi de soigner les gens et de les guérir.
et plus que de les améliorer. Il ne suffit pas de les stabiliser. Prenons le diabète de type 2. Le diabète de type 2, pour un médecin, tu interroges ta sœur, elle va dire c'est une maladie irréversible, mais on a ce qu'il faut pour maîtriser ça. Quelqu'un qui a le diabète de type 2, il ne va pas mourir de son diabète de type 2. Mais celui qui vit en se faisant des piqûres d'insuline au quotidien, en contrôlant sa glycémie ou en prenant de la metformine tout le temps, avec des effets secondaires quand même. L'insuline, c'est pas rien. Eh bien, si on lui dit, mais peut-être qu'on a un moyen de se débarrasser de tout ça. De tout arrêter. Eh bien, lui, et ça va peut-être lui faire plaisir aussi, et ça peut changer sa vie. En Allemagne, il y a un grand diabétologue qui est aujourd'hui président de la Fédération internationale de diabète. L'ADA. Non, International IFD. IFD, IDF. Diabète Fédération. Qui regroupe 140 pays. Il s'appelle Peter Schwarze. Il est à Dresden, spécialiste du diabète, donc. Et lui, il a soigné le diabète jusqu'à ces dernières années, comme tout le monde, en donnant, voilà, vous avez un diabète, je vous donne un traitement, on va stabiliser tout ça. Jusqu'à ce qu'un patient un jour revienne et lui dit voilà, mes résultats sont bons, je n'ai plus de diabète. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai jeûné. Ah bon? Il tombait de sa chaise quasiment. Eh bien, ce médecin, Peter Schwarze, il a essayé le jeûne sur lui-même en ayant écouté son patient. Et il a vu qu'il pouvait jeûner, que ça lui faisait du bien, même si lui, il n'avait pas de diabète, mais ça améliorait ses paramètres sanguins. Il s'est dit, mais je vais le proposer dorénavant. Et il le propose à ses patients. Maintenant, aujourd'hui, il le propose à tous ses patients. Ah oui. Il a en première intention. En première intention. 70% acceptent. Et sur ces 70% qui acceptent de jeûner, à peu près... presque quasiment toute la majorité, 80% guérissent. Et là, c'est un jeûne long, donc on est sur du 5 jours. 14 jours. 14 jours en clinique. 14 jours, voilà. Il les suit, il leur donne son téléphone portable et ceux qui entrent en jeûne peuvent l'appeler de 7h du matin jusqu'à 11h du soir. Bon, ça, c'est un engagement extrême en tant que médecin, mais il est très heureux ensuite de les voir guéris. Alors, ils sont pas forcément guéris dans une seule cure de jeûne. Il faut des fois recommencer. Ça stabilise, on baisse, après on recommence. Et puis, mais en 2-3 cures, les gens arrivent à se guérir. Et lui, Schwartz se dit, mais pour les pays même en voie de développement, ça pourrait être une solution extraordinaire. Très peu coûteuse. Très peu coûteuse. Et je sais qu'il allait au Pakistan, qui est un pays où il y a beaucoup, le diabète est en train d'exploser. Et il allait proposer, en plus dans les pays musulmans qui ont l'habitude du ramadan, donc le jeûne ne fait pas forcément peur, il pourrait... Oui. Ouais, c'est un parce type que de c'est jeûne. le jeûne, mais finalement à manger beaucoup le soir, des éléments assez sucrés, assez gras, protéinés. Alors le ramadan pratiqué comme il est aujourd'hui, bien souvent, n'est pas une bonne solution. Mais l'idée du jeûne ne fait pas peur. Oui, tout à fait. En tout cas. Voilà, il y a des solutions. Le jeûne peut, sur ces maladies chroniques, peut apporter des bienfaits incroyable. Et alors du coup, pour terminer, de quelle maladie est-ce qu'on parle? Donc toutes ces c'est les maladies civilisationnelles qui sont liées finalement à cette modernité, sédentarité, surbouffe. Oui, alors en premier lieu les maladies qu'on va appeler les maladies métaboliques, donc tout ce qui a trait au cholestérol, à l'hypertension, à maladie du foie. Dans notre film, on a suivi un patient qui avait une stéatose du foie. Et un prédiabète. Une stéatose du foie, c'est le foie qui devient comme un foie gras, comme un animal qu'on a gavé. Eh bien, et il n'y a pas de médicament contre la stéatose du foie. Eh bien, il a jeûné 14 jours dans le film, et il a guéri sa stéatose. Enfin, en tout cas, elle a disparu. Donc, stéatose du foie, tout ce qui est donc métabolique. Et ensuite, ce qui est inflammatoire. Inflammatoire, tout ce qui est arthrite, arthrose, polyarthrite, allergie,
asthme, maladie de peau, eczéma et tout. Et ce qui est auto-immune aussi. Tu parlais d'auto-immunité tout à l'heure. Il y a des effets sur des maladies auto-immunes qui est assez incroyable. Alors, après, restons prudents. Sur les maladies métaboliques et sur les maladies inflammatoires, enfin les maladies métaboliques, Effet presque garanti. L'effet est garanti. La question, c'est après, dans la durée, c'est poursuivre un jeûne long qu'on a suivi dans une clinique par du jeûne intermittent. Et là, c'est la bonne solution. Sur les maladies inflammatoires, évidemment, tous les symptômes vont baisser. La question, c'est ensuite, dans quelle manière on peut changer son régime alimentaire pour conserver les bénéfices que l'on a obtenus pendant le jeûne. Puis il faudra faire un autre jeûne un peu plus tard pour stabiliser, etc. Donc en gros, c'est quoi? C'est un séjour de entre 5 et 14 jours dans un institut spécialisé. Ensuite, on perdure ça avec le jeûne 12-12, 10 heures, 24 heures. Enfin voilà, on essaye de faire perdurer ça sur le très long terme. Ouais. Et après, c'est quoi? C'est tous les ans, retourner faire un jeûne tous les 6 mois? Ça serait bien tous les ans ou 2 fois 5 jours par an. 2 fois, donc tous les 6 mois, tous les 6 mois, 5 jours. À l'automne, par exemple. Et quand on se sent bien, d'aller faire ça, on n'a pas besoin d'aller dans une clinique forcément. Alors, ça dépend toujours si on prend un traitement ou si on n'en prend pas. Voilà, si on prend un traitement, il faut c'est sûr, il faut une supervision médicale. Et donc, si on est en France, ça n'existe pas, ça? Alors voilà, ça c'est le grand problème. Il faut aller en Allemagne. Moi, je parle pas. Enfin, moi, j'ai quand même fait allemand première langue, mais je ne parle pas allemand. Et non, le problème pour nous Français, c'est l'Allemagne. On n'a pas droit à la sécu allemand. Voilà, donc c'est coûteux. On n'ira pas dans l'hôpital public allemand où il y a une liste d'attente qui est énorme déjà pour les Allemands, mais il faudra aller dans les cliniques et les cliniques sont très chères. C'est réservé. Alors ça, c'est un grand problème. Et alors en France, il y a quand même des médecins qui s'intéressent de plus en plus aux jeunes. Ils ont créé une académie qui s'appelle l'Académie médicale du jeune. L'Académie médicale du jeune, je note. Et ces médecins font 2 choses. D'abord, ils rassemblent toute la littérature scientifique sur le jeûne. Parce qu'on oppose souvent aux médecins, enfin à ceux qui promeuvent le jeûne, il n'y a pas assez de science. Non, eux, ils font ça très sérieusement. Ils rassemblent et ils mettent ça sur leur site. Et ensuite, ils forment des médecins aux jeunes. Pour des médecins qui pourront accompagner ensuite des cures de jeûne. Sous quelle forme? Il faudra peut-être avec jeunes et randonnées, un accompagnant des jeunes et randonnées. Et ça déjà, ça serait une solution extraordinaire. Mais, un grand mais, il ne faut pas que l'ordre des médecins leur mette des bâtons dans les roues. Et je sais que certains des médecins qui font partie de l'Académie médicale du jeune et qui sont vraiment dans les clous, c'est pas des médecins, c'est pas des huluberlus du tout, sont convoqués par l'ordre des médecins et on leur demande qu'est-ce que vous faites dans ils veulent pas dire le mot académie d'ailleurs dans ce truc-là du jeune, mais le jeune n'a rien éprouvé. J'ai le cas d'un médecin qui est allé convoquer devant l'ordre des médecins avec de la littérature scientifique qui est en anglais. On le sait, tout est publié en anglais. Et voilà, j'ai des documents à vous montrer, à partager avec vous. Et en face, il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais vous n'avez rien en français ?» Voilà le niveau de certains, ça c'est un ordre régional. Décideurs français. Voilà, ouais. Et donc, moi je trouve... on est en retard. On est très en retard, il faut que ça évolue. Et grâce à l'académie, quand même, j'espère que ça pourra évoluer, qu'on pourra proposer aux patients français des cures de jeûne qui puissent être accompagnées par un médecin. Et donc toi, maintenant, tu continues, une fois par an, un jeûne long et le jeûne intermittent? Oui, par exemple, le matin, ma petite routine, c'est en me levant, je vais faire du vélo. Et le long d'un canal, il n'y a pas de voiture. Et à 7h15, 7h30, je fais 40 minutes de vélo à jeun.
Et ensuite, une fois que j'ai eu mes 14 heures, je mange, je fais un petit repas, enfin un petit déjeuner, on va dire. Okay. Mais plutôt avec du gras, plutôt avec des lipides. Donc noix, amandes, poisson gras. Oui, exactement. Ouais. Et un jeûne par an. Un jeûne par an, plus long. Un jeûne par an, en fonction du poids que j'ai, de 5 à 8 jours. Ok. Voilà. Et pour toi, les effets bénéfiques perdurent, du coup, tu gardes cette productivité, cette créativité, tu as l'impression que tu travailles mieux, tu es plus concentré? Ah, c'est certain que même si je veux être très efficace intellectuellement, il faut se passer de manger pendant plusieurs heures et puis on y va. On y va, ouais. Mais c'est sûr que découvrir le jeûne, c'est découvrir une forme de liberté. Mais c'est extraordinaire. C'est comme dans les contes. Dans les contes, en haut du château et tout, il y a une porte interdite. Et on a tout fait pour l'interdire. On vous dit, non, il ne faut surtout pas ouvrir cette porte. Et dans les contes, évidemment, l'héroïne ou le héros va finir par ouvrir cette porte, par enfreindre le tabou. Et c'est le chemin de sa liberté et surtout de son développement. Dans les contes, c'est là où l'héroïne va grandir, va se développer à partir du moment où elle a ouvert cette porte interdite. Eh bien nous, je pense que le jeûne, c'est la même chose. On a tout fait pour nous interdire cette porte. Ayez peur parce que vous allez vous affaiblir. C'est le manque. Mais ouvrons-la et reconnectons-nous à notre nature profonde, qui a été celle de... On stocke un peu, on déstocke, ça c'est au cours de l'année. Et puis au quotidien, on mange et on observe une plage où on ne mange pas, l'insuline baisse, c'est le repos, le corps en a besoin, il brûle, il se développe et après il va restocker. Et on se reconnecte à notre pingouin intérieur, on va dire, notre animal, et c'est formidable. Merci infiniment Thierry de l'Estrade, c'était vraiment passionnant de t'écouter et ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de tester. Alors là, je suis plutôt intéressée par cette clinique allemande qui teste bien. David, on va en rediscuter, mais ça m'a vraiment donné envie. Donc merci, bien joué. Merci Lucille. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous prenez vos agendas et quand est-ce que vous allez tester votre prochain jeûne long de 5 jours ? Parce que moi, ça y est, c'est décidé, j'ai une date. Et je vous en parlerai bientôt avec David qui m'accompagnera pour cette première expérience. Merci encore pour votre écoute si attentive et n'oubliez pas, l'important, ce n'est pas de compter les calories, mais de compter le temps qui passe. À bientôt !